Bonjour, je m'appelle Louise Pietre. Je suis une accompagnatrice de leadership et d'équipe ainsi qu'une consultante dans le secteur à but non lucratif. Je détiens un niveau significatif d'expérience dans le secteur luttant contre la violence faite aux femmes. À titre de directrice générale du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel à London, il y a maintenant presque 10 ans passés, j'ai participé à la création d'une coalition de fournisseurs de services luttant contre la traite des personnes, où j'ai eu l'occasion de travailler avec le Dr Sue Wilson, la directrice générale du Bureau de la justice systémique de la Fédération canadienne des Sœurs de Saint-Joseph. Cette grille d'analyse a été élaborée à l'origine pour le personnel des organisations et des agences de services sociaux pouvant être en contact avec des personnes faisant l'objet d'exploitation. Elle est destinée à nous aider à être attentifs au récit d'une personne, à explorer et à identifier les dynamiques en jeu lorsque ces gens essaient de gagner de l'argent, de trouver des moyens de répondre à leurs besoins de base et de créer des liens avec d'autres. Nous avons découvert en cours de route que ce cas de travail pouvait de plus aider un client ou prestataire à réfléchir à la situation dans laquelle il ou elle se trouvait. Cette grille l'aidera à passer au crible la dynamique de sa situation et à la comprendre non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau plus systémique. Les droits de la personne sont au cœur de cette question, car chaque fois que nos droits, non seulement sur le plan civil, mais aussi social et économique, ne sont pas respectés, ils créent des vulnérabilités favorisant l'exploitation. C'est pourquoi je maintiens que les histoires d'exploitation des gens nous poussent à faire mieux en tant que société, en veillant à ce que chacun et chacune ait accès à des ressources de base et aux possibilités dont il ou elle a besoin pour son bien-être. La flèche horizontale du cadre indique les différentes conditions auxquelles les personnes sont confrontées lorsqu'elles travaillent. Le spectre va du travail décent, qui fait référence à un travail à temps plein, à des conditions de travail sûres et équitables, à un bon salaire et à des avantages sociaux jusqu'au travail forcé. Dans la partie supérieure, nous avons des descripteurs qui sont plus pertinents pour le travail sexuel ou la dynamique des relations. Au milieu, nous avons des indicateurs qui tentent de donner une description plus détaillée de chaque catégorie. Au fur et à mesure, j'indiquerai certaines des solutions possibles pour remédier aux conditions de travail injustes. Il peut s'agir, par exemple, d'une action collective visant à faire pression sur les employeurs ou de diverses demandes en matière d'immigration, de normes sur l'emploi ou la sécurité au travail, de violation des droits de la personne ou encore de poursuites criminelles. Albertine et Alphonse sont arrivés au Canada en tant que réfugiés. Elle avait travaillé comme infirmière, lui était ingénieur. Ils ont appris l'anglais rapidement, mais n'ont pu trouver que des emplois à temps partiel dans un hôtel. Même si l'hôtel cherchait à embaucher davantage de travailleurs, ils n'ont pas pu obtenir d'emploi à temps plein, car les employeurs préféraient un modèle de travail moins coûteux, qui repose essentiellement sur des travailleurs à temps partiel. Les nouveaux arrivants au Canada sont parmi les plus susceptibles de se retrouver coincés dans des emplois précaires, c'est-à-dire des emplois à temps partiel, mal rémunérés, sans avantages sociaux et avec de mauvaises conditions de travail. L'utilisation généralisée de ce modèle d'entreprise est l'une des raisons pour lesquelles le travail précaire est en augmentation au Canada depuis de nombreuses années. Le mouvement pour un travail décent qui plaide en faveur d'un salaire minimum plus élevé et d'une meilleure protection des travailleurs tente de répondre à ce type de situation. Cette photo du quotidien The Toronto Star montre un groupe de camionneurs remettant une lettre à un représentant d'une entreprise de camionnage. La lettre indique que l'on doit de l'argent à ces camionneurs et que leur entreprise ne tient pas compte de leurs revendications. Ils manifesteront donc en public jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues.
Ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre d'entreprises de camionnage ont déclassé des travailleurs comme étant des entrepreneurs indépendants afin de réduire leurs coûts en évitant de payer le salaire minimum, les heures supplémentaires et d'autres droits fondamentaux au travail. Ces travailleurs n'ont pas eu de succès dans leur demande d'indemnisation. Mais lorsqu'ils sont passés à l'action syndicale comme ces manifestations publiques, ils ont obtenu quelques résultats positifs, certaines entreprises ayant payé face à la pression publique. Mais il y a eu des représailles avec des menaces de la plupart de quelques dirigeants d'entreprises. Des travailleurs migrants en Ontario ont porté plainte pour violation de leurs droits par la police provinciale de l'Ontario. Une femme avait été agressée sexuellement et a décrit son agresseur de façon détaillée en 2015, notamment en disant qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un travailleur migrant. Avec l'aide d'un avocat, les travailleurs migrants ont fait valoir que 96 d'entre eux avaient été contraints de donner un échantillon de leur ADN, même si, en fait, la plupart ne correspondaient pas à la description fournie par la victime, à l'exception de la couleur de leur peau. Ils ont obtenu gain de cause devant le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario. La police provinciale de l'Ontario a reçu l'ordre de détruire des échantillons d'ADN et d'établir de nouveaux protocoles et une nouvelle formation pour la police. Enfin, chaque travailleur impliqué dans le procès s'est vu attribuer 7 500 $. Le racisme est également allégué dans une proposition de recours collectif récemment déposé contre le gouvernement fédéral au nom des travailleurs agricoles migrants qui ont travaillé au Canada au cours des 15 dernières années. La plainte affirme que le racisme est à l'origine des permis de travail liés parce que des décennies plus tôt, la notion de permis de travail lié à leur employeur a été rejetée pour les immigrants blancs en provenance d'Europe. La plainte fait aussi état de discrimination, car les travailleurs agricoles migrants doivent cotiser à l'assurance emploi, mais n'ont pas accès aux prestations. Le 25 septembre 2019, Enrico Miranda est mort au travail chez Fiera Foods, la 5e tragédie de ce type dans cette boulangerie industrielle. La main-d'œuvre de Fiera Foods était composée d'environ 70% de travailleurs temporaires qui étaient moins bien payés que les travailleurs à temps plein. Comme nous l'avons appris dans une enquête du Toronto Star en 2017, les travailleurs temporaires de Fiera Foods recevaient peu ou pas de formation en matière de sécurité au travail et étaient souvent considérés comme des travailleurs temporaires pendant toute la durée de leur embauche. L'histoire d'Enrico est celle d'une exploitation, mais c'est aussi l'histoire des normes de travail insuffisantes. Il s'agit moins de lois qui ne sont pas respectées que de lois et de normes qui ne sont pas mises en vigueur. Le projet de loi 47-2018 a affaibli les normes du travail en Ontario en abrogeant l'obligation de verser aux travailleurs intérimaires effectuant le même travail que les employés à temps plein le taux de rémunération identique. Et le projet de loi 47 a aussi réduit de quelques 16 millions de dollars le financement du bureau du ministère du Travail chargé de la prévention des blessures, des maladies et des décès au travail. D'autres dispositions législatives prévoient que les agences de recrutement et les embaucheurs de travailleurs temporaires doivent désormais être agréés et réglementés par la province pour exercer leurs activités et qu'ils doivent payer des sommes pour la sécurité sous forme de caution, autant d'efforts pour améliorer la responsabilisation et l'application de la loi dans un secteur connu pour ses infractions généralisées. Mais ces mesures de responsabilisation ne sont appliquées que dans les pires cas. Il ne devrait pas s'agir de punir quelques-uns des pires mauvais joueurs. Nous devons plutôt nous attaquer à un système qui encourage le recours aux travailleurs temporaires à grande échelle et qui traite ces personnes moins bien que les travailleurs à temps plein, créant
ainsi une sous-classe de travailleurs. Les entreprises telles que les cafés, les hôtels, les restaurants et les usines de transformation alimentaire sont désormais autorisées à embaucher des travailleurs migrants jusqu'à concurrence de 30 % de leur main-d'œuvre totale. Nous créons un échelon inférieur de travailleurs mal payés et vulnérables à l'exploitation. Et la manière dont cette exploitation dans le milieu de travail se produit est souvent un processus mouvant et en évolution. Antonio travaillait au Mexique pour un salaire très bas lorsqu'un entrepreneur lui a proposé un emploi au Canada. On lui a dit que s'il venait au Canada avec un visa de visiteur, il pourrait commencer à travailler dans une usine de transformation alimentaire pour un bon salaire et que l'entrepreneur lui obtiendrait un permis de travail. Les possibilités semblaient infinies. Il a emprunté de l'argent pour se rendre au Canada, car il devait payer son vol ainsi que 1 500 $ en plus pour obtenir le poste. Lorsqu'il est arrivé au Canada, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il vit dans un petit appartement avec 7 autres hommes. Le salaire est bas et les conditions de travail sont dures. Lorsque les travailleurs se sont plaints à l'entrepreneur, ils ont d'abord été ignorés, puis menacés de violences physiques et de déportation. Remarquez comment les conditions de travail se sont détériorées au fil du temps. Une faible rémunération et des conditions de travail difficiles se transforment en un milieu violent, menaçant et contrôlant. Ces descripteurs ont pour but de nous aider à prêter attention à l'évolution de ces conditions. Ce qui, au départ, peut ressembler à des violations du droit du travail, peut finir par devenir une situation caractérisée par un degré élevé d'exploitation et de violence. Au fil du temps, cette situation peut même se transformer en traite des êtres humains. Je vais maintenant aborder ces situations sous un angle différent, car ce n'est pas seulement la qualité des interactions ou les conditions dans lesquelles nous gagnons de l'argent qui créent l'exploitation. Nous devons être attentifs aux facteurs qui affectent le degré de liberté dont nous disposons dans nos choix. Pour illustrer l'importance du degré de choix, je vais vous parler de 3 femmes différentes que j'ai rencontrées et qui travaillent dans le domaine de l'industrie du sexe. J'ai rencontré Marita il y a près de 20 ans. Elle vivait dans la pauvreté en Roumanie et avait décidé, pour assurer une certaine stabilité financière à son fils, de venir au Canada avec un visa de danseuse exotique. Mais l'entrepreneur canadien l'a forcée à se prostituer dans des salons privés. Marita avait été préparée à danser dans un bar, mais pas à se prostituer, si bien que son employeur a fini par l'abreuver d'alcool et l'a rendue dépendante à des drogues pour mieux la contrôler. Lorsque je l'ai rencontrée, elle était profondément déprimée. La Mai a eu une expérience très différente du travail du sexe. Enfant, elle a subi des agressions sexuelles de la part de membres de sa famille et elle est une des nombreuses femmes que j'ai entendu dire qu'elle n'avait jamais eu le pouvoir de dire non à une relation sexuelle avant de devenir travailleuse du sexe. En tant que travailleuse du sexe, c'est elle qui fixait les règles de ce qu'elle faisait et de ce qu'elle ne faisait pas. C'était aussi la première fois qu'elle disposait de son propre argent. Pour la Mai, le travail du sexe n'était pas seulement une source d'autonomie, mais elle considérait qu'elle rendait un service à autrui. Et puis, il y a Julie. Après l'avoir bien connue, je lui ai demandé si elle se sentait exploitée en travaillant dans l'industrie du sexe. Elle m'a répondu « Oui, mais pas autant que lorsque je travaillais au salaire minimum dans un café bien connu. » Dans le spectre des choix s'offrant à elle, ces 3 femmes se trouvaient à des endroits très différents, ce qui a donné lieu à des expériences très différentes. Je voudrais à présent examiner certains des facteurs influençant l'éventail des choix d'une personne. Commençons par le niveau supérieur. Dans un monde parfait, nous avons le choix
et la possibilité de trouver un travail enrichissant. Vous l'aurez remarqué, la vie n'est pas parfaite. Nous acceptons souvent le travail que nous pouvons obtenir plutôt que le travail idéal. Et certains d'entre nous se heurtent à des obstacles importants dus à des préjugés liés au sexe ou à l'orientation sexuelle, au racisme, à la discrimination fondée sur la classe sociale, à la discrimination fondée sur la capacité physique ou aux pressions économiques qui agissent comme des facteurs indirects réduisant les options qui s'offrent à nous. Les pays du monde entier ont convenu que nous avions des droits sociaux et économiques. Nous avons droit à un logement sûr et abordable, à l'éducation, aux soins de santé et à un travail décent. Des nations ont signé les chartes des Nations unies qui énoncent ces droits. Puis ces pays les ignorent. Il incombe alors aux citoyens de demander des comptes à leur gouvernement. C'est pourquoi il est si important d'examiner tout cela sous l'angle des droits de la personne. Un rapport publié en 2018 par l'Association des femmes autochtones du Canada conclut que les femmes et les filles autochtones courent un plus grand risque d'être victimes de la traite en raison des nombreux facteurs qui se recoupent, intersectionnels et qui sont énumérés ici. Ce rapport met en lumière nos échecs en tant que société. Il nous montre ce qu'il nous reste à faire si nous voulons protéger les droits humains des personnes autochtones. Les facteurs ou obstacles décrits dans ce rapport sont considérés comme des facteurs indirects d'exploitation. Ils n'enlèvent pas le choix et ne rendent pas l'exploitation inévitable, mais ils créent des obstacles à l'accès aux ressources et opportunités de base qui sont disponibles pour beaucoup d'autres. En citant ce rapport, je ne veux donc pas dire que toutes les femmes autochtones qui se livrent au commerce du sexe sont victimes de la traite des personnes, mais que le cadre des droits de la personne met en lumière le travail que nous devons accomplir en tant que société pour élargir le cercle des choix ou les options disponibles pour les femmes autochtones. De même, les recherches de l'Organisation internationale du travail montrent qu'au niveau international, les facteurs de vulnérabilité à la traite sont notamment la pauvreté, le manque d'éducation et de possibilités d'emploi, les conflits, le racisme et l'oppression fondée sur le genre. Le plus souvent, les personnes victimes de la traite internationale ne sont pas des victimes passives qui sont ramassées au hasard et amenées contre leur gré au pays. Il s'agit d'individus à la recherche d'un emploi, d'un avenir, échappant à la violence et à la maltraitance ou cherchant à améliorer leurs conditions de vie. Les facteurs d'exclusion sociale et économique entrent en ligne de compte dans la prise de décision, réduisant les occasions et orientant des personnes vers des voies qu'elles n'auraient jamais empruntées autrement. Les travailleurs migrants sont devenus un élément essentiel et structurel de l'économie mondialisée. En fait, les travailleurs migrants finissent par subventionner l'économie mondiale. Les travailleurs migrants subventionnent les économies des pays riches grâce à leur main-d'œuvre bon marché. Ils contribuent de plus énormément à l'économie de leur pays d'origine grâce aux fonds qu'ils envoient chez eux. Il s'agit donc d'un schéma circulaire de subvention pour ces pays. Et pendant ce temps, les migrants sont placés dans des positions vulnérables et le plus souvent abandonnés à leur sort. Ce sont là quelques-unes des macrostructures et des forces qui bloquent l'accès aux droits de la personne et créent de l'injustice, et ce faisant contribuent à faciliter l'exploitation et le trafic des êtres humains. Encore une fois, c'est à tout cela que l'on fait référence dans la deuxième case de la colonne verticale. Il s'agit de facteurs indirects de l'exploitation et de la traite des êtres humains. Mais ces facteurs indirects sont importants et jouent un rôle dans la création de vulnérabilité face à l'exploitation.
La manière dont nous encadrons la situation est importante. Ce cadre détermine ce que nous percevons. Dans le cadre actuel de la traite des êtres humains, la perception du problème par le public est que la traite des êtres humains est un crime terrible. Les victimes doivent être secourues et les criminels mis derrière les barreaux. Mais ce discours détourne l'attention des causes structurelles sous-jacentes qui donnent lieu à l'exploitation et limitent la compréhension par le grand public des forces en jeu dans la traite des êtres humains. Et le comble, c'est que le cadre juridique n'est pas efficace en soi. Comme vous pouvez le constater, il y a relativement peu de condamnations par rapport aux accusations portées. Nous devons reconnaître les liens étroits qui existent entre l'absence de protection de l'ensemble des droits de la personne et le spectre de l'exploitation, y compris la traite des êtres humains. Bien sûr, les criminels, les auteurs directs de l'exploitation des violences ou de la maltraitance doivent être arrêtés et tenus pour responsables de leurs gestes. Mais ces efforts de maintien de l'ordre doivent être contrebalancés par une attention et une action visant à modifier les forces plus larges contribuant à faciliter ces actes répréhensibles. C'est là que commencent les risques d'exploitation. Cela signifie que les efforts de prévention doivent aussi commencer à ce niveau. Lorsqu'il s'agit de prévenir la traite des êtres humains, des campagnes de sensibilisation sont loin d'être suffisantes. Si nous nous concentrons uniquement sur ce qui est en aval, sur le crime, nous ne créerons jamais de changement pour corriger la situation. Passons maintenant au niveau 3. Notre degré de liberté pour faire des choix est de plus influencé par les facteurs individuels que nous apportons dans une situation d'exploitation. Nous incarnons tous une convergence de liberté et de vulnérabilité, de résilience et de responsabilité, de force et de limites. Parmi les éléments qui peuvent limiter notre niveau de liberté, citons le fait d'avoir des personnes qui dépendent de nous, un faible niveau d'éducation, de formation, de maîtrise de la langue, peut-être des problèmes de santé mentale, des problèmes de développement cognitif ou des antécédents de traumatisme. Butri avait 18 ans en Thaïlande lorsque sa famille a décidé que c'était elle qui travaillerait à l'étranger et qui enverrait de l'argent au pays. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, ses parents avaient contracté un prêt énorme pour payer l'agence de recrutement et elle était en route pour le Canada où elle a été exploitée par un entrepreneur. Le sentiment de responsabilité de Butri pour le bien-être de sa famille lui a fait craindre la déportation et l'entrepreneur s'en est servi pour la contrôler et l'exploiter. Mais un autre facteur en jeu ici est la faiblesse, au Canada, du programme des travailleurs étrangers temporaires du gouvernement fédéral. Il crée de même des vulnérabilités à l'exploitation en ne protégeant pas suffisamment les travailleurs migrants contre les entrepreneurs qui veulent tirer profit de l'exploitation de ces personnes. C'est pourquoi je maintiens que notre gouvernement a l'obligation de fournir aux travailleurs exploités des voies de recours sans obstacle, telles que la résidence permanente, si elle est souhaitée. Un autre exemple est celui d'Evie qui a grandi dans la pauvreté au sein d'une famille où elle a été agressée sexuellement par ses frères beaucoup plus âgés et leurs amis dès l'enfance. Elle a été traumatisée par ces abus, ce qui a affecté son développement. Plus tard, l'un de ses frères est venu au Canada et l'a attiré ici pour l'exploitation de son travail. Evie faisait le ménage dans d'autres maisons, il prenait son salaire. Evie n'est jamais allée à l'école, n'a jamais appris à lire, n'a jamais appris à remettre en question sa vie ou les gestes des membres de sa famille. Ses frères ont abusé de ses vulnérabilités, les utilisant pour la tromper, la manipuler et la contrôler. Ces récits d'exploitation peuvent être très compliqués et il faut parfois un certain temps pour que toute l'histoire se précise, souvent avec plusieurs rencontres sur une longue période. Nous devons donc être prêts à entendre toute leur histoire. Le 4e niveau examine de plus près le rôle des exploiteurs. Il met en évidence les outils typiques de manipulation
et de tromperie utilisés par les exploiteurs dans le processus de recrutement. Il peut s'agir de l'attrait d'un bon emploi, de la promesse d'un permis de séjour permanent ou de la possibilité d'échapper à une grande pauvreté ou à la violence. Une fois la personne attirée, les tactiques changent. Si vous vous souvenez du cas d'Antonio, ce jeune homme venu du Mexique pour travailler au Canada, le processus de recrutement était manipulateur et frauduleux. Mensonge sur la possibilité de lui obtenir un permis de travail, mensonge sur son salaire, lui faire payer 1 500 $ pour le travail et une somme ridicule pour son vol vers le Canada. Toutes ces actions placent un travailleur dans une situation où il y a des dettes à rembourser et il n'y a pas d'autres options pour les payer. Le 5e niveau met en lumière les mécanismes de contrôle utilisés par les exploiteurs pour maintenir les personnes dans des situations d'exploitation telles que les menaces, l'isolement social, la violence physique. Mais il met également en évidence les facteurs de coercition systémique tels que le manque d'accès au logement, aux suppléments aux revenus, au système juridique, au statut d'immigré ou à des permis de travail ouverts. Sans accès à ces ressources de base, les gens n'ont que peu d'options. Le 6e niveau nous amène aux niveaux extrêmes de dépravation qui peuvent être utilisés pour contrôler et exploiter les gens. Ici, le système de justice peut jouer un rôle essentiel dans la réponse à apporter. Je voudrais maintenant montrer comment les éléments de la traite des êtres humains s'intègrent dans cette matrice. Les éléments de la traite des êtres humains sont assez simples. La personne est recrutée généralement par le biais d'une forme ou d'une autre de tromperie. Des moyens coercitifs sont utilisés pour la contrôler et l'objectif est l'exploitation. Le niveau 4 indique les méthodes utilisées par les trafiquants pour recruter des personnes. Mensonges sur les opportunités disponibles ou sur les conditions de travail, ou manipulation de la personne. Les trafiquants sont de grands manipulateurs et ils profitent des vulnérabilités comme celles que nous voyons au niveau 3. Les niveaux 5 et 6 désignent les méthodes utilisées pour contrôler une personne. Il peut s'agir de violence et de menaces. Il peut toutefois aussi s'agir de la confiscation de documents, du fait que la personne n'a pas d'autre refuge ou d'un manque de connaissance de l'anglais, ce qui fait qu'il est difficile de savoir ce qui se passe et d'expliquer sa situation à d'autres. Mais il peut aussi s'agir des contrôles systémiques que j'ai déjà mentionnés, comme le logement, les aides aux revenus, etc. Et le but de l'exploitation? Le bénéfice des exploiteurs, généralement d'ordre financier. Enfin, le niveau 2 met l'accent sur les causes profondes de la traite des êtres humains. La pauvreté, les conflits, le manque de scolarité, les mauvais traitements infligés par la famille, des facteurs indirects qui rendent des personnes vulnérables à ce trafic. C'est pourquoi une approche de la traite des êtres humains fondée sur les droits de la personne est si importante. Lorsque des gens se voient refuser des droits sociaux et économiques fondamentaux, nous, en tant que société, créons des vulnérabilités pour ce type de crime. Lorsque nous adoptons une approche de la traite des êtres humains fondée sur les droits de la personne, nous constatons que de nombreuses vulnérabilités peuvent être éliminées si nous avons collectivement la volonté politique de faire les changements législatifs qui s'imposent. Merci. Thank you. Miigwech.